Bonjour à tous, nous sommes le lundi 14 décembre, il est 10 heures. Bienvenue sur la matinale France Business TV pour cette actualité spéciale Leadership au féminin. Bienvenue sur cette émission qui traite de l'actualité économique, sociale et numérique et bien sûr de toutes les belles initiatives en France. Au programme de ce jour, leadership au féminin, psychologie positive, engagement citoyen et réserve opérationnelle et développement économique que j'ai la chance de traiter avec mes deux invités du jour. Pour commencer, Nathalie Gourdin, bonjour. Bonjour Ali. Alors Nathalie, vous êtes la créatrice de NGM Solutions et auteure de l'ouvrage de Leadership pour les nuls en 50 notions que nous aurons l'occasion d'aborder tout à l'heure. Merci d'être parmi nous. Et Gila Clara Kessou, bonjour. Bonjour Ali. Alors Gila, vous êtes un CV assez énorme, artiste de l'UNESCO, coach certifié de Harvard Université et co-auteur du grand livre de la psychologie positive sur lequel nous aurons longuement l'occasion de revenir. Pour commencer, Nathalie Gourdin, qu'est-ce que le leadership aujourd'hui et comment peut-il être la clé pour la sortie de crise? Alors déjà, le leadership, pour moi, c'est être un chef de file, c'est pouvoir conduire les gens vers le meilleur d'eux-mêmes, trouver des solutions, fédérer, écouter et vraiment travailler l'esprit d'équipe dans le but d'atteindre un objectif. Je pense qu'on peut le résumer de cette façon-là. Très belle définition. Est-ce que vous êtes d'accord, Gila Clara? Oui, parfaitement d'accord. Ce que je pourrais rajouter, c'est que généralement, le leadership a une tendance à être confondu avec le management. La vraie différence entre le leadership et le management, c'est que le leadership, c'est aussi le courage d'être seul à montrer. Et donc, d'une certaine manière, il y a une solitude du leader qu'il faut mentionner par rapport au manager qui, lui, reste dans l'ombre, dans la volonté d'aider la relation humaine, alors que le leader, lui, doit s'exposer. Et généralement, lorsqu'on travaille en entreprise, c'est ce dont on doit travailler, c'est-à-dire l'acceptation du regard de l'autre. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les qualités pour être un beau leader sont assez complexes, assez diverses et riches. Quelles sont les qualités, Nathalie Gourdin, pour être un bon leader aujourd'hui? Alors je dirais qu'elles sont déjà intrinsèques, elles sont déjà humaines. La première chose, je crois que c'est d'aimer les gens. Je pense que si on n'aime pas son prochain, ça va être compliqué de fédérer, de susciter l'adhésion et donner envie aux gens de nous suivre dans l'action, parce que c'est vraiment ça aussi. Les qualités aussi, c'est des qualités d'écoute, d'empathie. C'est important de savoir effectivement de se mettre à la place de l'autre, parfois de s'effacer, parce que certains subordonnés peuvent avoir des bonnes idées, et je crois que c'est dans ces moments-là que le leader aussi doit faire la part des choses, de savoir accorder et fédérer les talents de son équipe, parce que tout le monde a sa place, tout le monde a des qualités, tout le monde a des compétences, encore faut-il pouvoir les accorder. Et je crois que ça, c'est une des qualités que doit avoir un leader aujourd'hui. De même qu'il doit avoir le sens, donner du sens à l'action, donner du sens aux choses et pouvoir donner une vision. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est plein d'incertitudes, de crises, oui, mais dans ces incertitudes-là, je crois que c'est très 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 important qu'on ait quelqu'un qui puisse nous donner un cap. Alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui, on parle beaucoup d'égalité femmes-hommes dans les entreprises, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la particularité du leadership féminin, selon vous? Alors, je ne sais pas si on peut parler de particularité du leadership féminin, mais je pense qu'on peut parler des qualités spécifiques aux femmes qui en font aussi des composantes du leadership. Je vais parler de la vision, je vais parler effectivement de l'empathie et de notre capacité d'organisation, notre capacité aussi à se remettre en question. Et je pense que ça fait partie des qualités globales que doit avoir un bon leader, mais qui sont aussi très spécifiques aux femmes. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de femmes aujourd'hui en entreprise ont vu leur carrière exploser dans la crise parce qu'elles se sont révélées. Elles n'étaient pas forcément à des postes de management, mais elles ont su prendre le lead, elles ont su trouver des solutions, faire preuve de créativité, d'innovation et d'avoir une vision très positive qui a amené les gens vers le meilleur et vers des solutions pour l'entreprise et d'un point de vue personnel aussi. Alors Gila Clara Kessou, aujourd'hui, nos dirigeants ont ces enjeux effectivement de leadership pour mener à bien leurs projets. Quels sont pour vous les enjeux de nos dirigeants actuels? Alors les enjeux, ce sont des enjeux de survie déjà en termes de leadership. En pleine crise économique, ouais. Exactement, il faut savoir comment continuer à pouvoir tenir les fameux KPIs. Et justement, pour moi, les enjeux, je trouve que c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a créé en plus des KPIs, des Key BIs, des Key Behavioral Indicators, donc des indicateurs comportementaux. Et c'est sur ça, à mon avis, qu'il y a à travailler, c'est-à-dire comment toujours essayer de recréer du lien pour fédérer et permettre ce leadership. Parce qu'en fait, le leadership n'existe pas s'il n'y a pas de followership. Alors justement, depuis près de 10 ans, vous accompagnez, Gila Clara Kessou, les entreprises, les comités de direction, les hauts dirigeants dans des contextes de conduite du changement. Vous avez écrit récemment donc, ce grand livre de la psychologie positive. Qu'est-ce que la psychologie positive pour nos téléspectateurs qui nous regardent? Alors, la psychologie positive, c'est déjà très différent de la psychologie. C'est-à-dire que le but ne va pas essayer de comprendre
pourquoi on va mal. Le but va être toujours de comprendre comment on peut aller mieux. C'est-à-dire plutôt que de toujours avoir le réflexe de se tourner vers la cause du dysfonctionnement, eh bien on essaye de voir, projeter quelles sont les ressources actuelles maintenant pour pouvoir essayer de tendre vers un meilleur fonctionnement. Et donc du coup, la psychologie positive, lorsqu'elle est dirigée vers le monde de l'entreprise, elle va devenir ce qu'on appelle appreciative inquiry. Et l'appreciative inquiry, en fait, permet justement de montrer à l'entreprise les ressources, et en particulier les ressources humaines, c'est-à-dire qui sont directement reliées avec les talents des différents acteurs du système, pour leur permettre d'avoir une meilleure, je dirais, fédération, une meilleure idée de l'ensemble, et pour aller être beaucoup plus performant. Alors, Nathalie Gourdin, je me tourne vers vous, parce que psychologie positive, il y a juste un pas justement vers votre parcours. Vous êtes aussi officier de réserve dans l'armée de terre, et je sais que ce sujet de la psychologie est un sujet que vous portez et qui vous tient à cœur justement pour faire avancer les choses. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, tout seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. C'est vraiment le leitmotiv qu'on apprend vraiment dans l'armée. On travaille en équipe, on est une équipe, chacun a des compétences, chacun a sa place. Mais ce qui est très très important et qui va rejoindre la psychologie positive, à mon sens, c'est la première notion de confiance. Avoir confiance en soi pour pouvoir faire confiance aux autres. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de se faire confiance. Et on a besoin de pouvoir transmettre ça, que ce soit en tant que leader, mais aussi en tant que personne, en tant que manager. Aujourd'hui, on traverse aussi une crise de la confiance. Les gens dans les entreprises sont méfiants, ont des doutes. Et finalement, si on arrive à réinstaurer cette confiance et ce lien humain, je crois que véritablement, là, on peut dépasser tous les obstacles possibles et imaginables. Est-ce que vous êtes d'accord, Guy Claraquesso, avec cette crise de confiance aujourd'hui, liée peut-être certainement à la crise de la Covid-19? J'en suis vraiment, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, d'autant qu'en fait, lorsque j'ai un dirigeant qui vient, par exemple, me voir pour travailler en tant que coaché, la première chose que je lui dis, c'est vraiment essayer de déconstruire la méfiance. Comme vous l'avez très très bien dit, ce n'est pas seulement de recréer un lien de confiance, c'est déjà déconstruire la méfiance. Les gens n'ont pas réalisé encore le degré de méfiance que eux-mêmes génèrent en tant qu'image de pouvoir. Parce qu'être leader, c'est aussi accepter, assumer une responsabilité de pouvoir. Et aujourd'hui, le mot pouvoir, le mot bonheur, qui est relié directement à la psychologie positive, sont des gros mots. Et donc, tant qu'on n'a pas accepté que ces deux mots-là fassent partie du vocabulaire corporate, le vocabulaire de l'entreprise, on aura beaucoup de mal, je pense, à pouvoir répondre aux enjeux, les nouveaux enjeux de la Covid. Comment, selon vous, on peut aujourd'hui pratiquer la psychologie positive? Alors, j'ai parlé d'appreciative inquiry, qui est la psychologie positive appliquée en entreprise. Le mieux, c'est de pouvoir répondre à l'utilisation de certains outils très précis que propose la psychologie positive. En particulier, j'en ai déjà parlé, la recherche des forces, avec cette liste des forces que Martin Seligman, qui est le créateur de la psychologie positive, a pu mettre en valeur. Comprendre justement aussi quelles sont les valeurs fondamentales du ressort de mon action. Vous parliez très justement de sens. Ce sens que je vais donner à la direction de mon action, il est relié à des valeurs fondamentales. Quelles sont ces valeurs? Et comment ces valeurs me différencient des autres? Il y a aussi tout ce qui va toucher au flow. Alors l'idée de flow est très intéressante, c'est-à-dire c'est cette activité qui va me permettre de me plonger dans un phénomène de concentration qui va me faire oublier le monde extérieur, oublier même le temps qui passe. Quel est ce phénomène de flow? Dans quelle activité je suis naturellement, on va dire, je suis naturellement absorbée, qui me différencie en fait d'un autre collaborateur. Toutes ces choses-là, on ne les connaît pas. On connaît ses compétences. La fiche de poste met clairement en entreprise quelles sont les compétences, les expertises que l'on attend. Par contre, tout ce qui va toucher au talent, aux forces innées, bien entendu, là, la fiche de poste va rester absolument muette là-dessus. Et c'est dommage parce que c'est grâce à ça qu'en psychologie positive, on va voir décupler la capacité de performance des collaborateurs. Alors Nathalie Gourdin, je sais que vous accompagnez aussi les forces armées et puis les jeunes soldats sur la prévention, les risques, justement pour faire des bons soldats et puis des acteurs économiques actifs. Comment vous travaillez avec ces soldats? La base, c'est de commencer à dire que tout peut s'apprendre. On a appris à marcher, on est tombé à peu près 700 fois, donc tout est possible. C'est de dire, aujourd'hui, vous ne savez pas, c'est pas grave, mais vous pouvez l'apprendre. Et on fixe plutôt des objectifs sur des soft skills, sur du savoir-être, avant d'être dans le savoir-faire. Et la crise du Covid nous ramène à ça aussi en entreprise aujourd'hui, de mettre l'accent plus sur le savoir-faire, parce qu'on se dit, une compétence technique peut être acquise, par contre, un savoir-faire, c'est plus long. Donc mieux vaut quelqu'un qui apprend bien et qui a envie, plutôt que quelqu'un qui est juste dans la technique pure.
Ben, le milieu militaire l'a compris déjà depuis des années et on travaille vraiment sur le savoir-être avant le savoir-faire. Et je vais vous donner un exemple. Quand on rentre en école militaire, on apprend déjà les choses simples de la vie, hein. Faire les travaux d'intérêt généraux qui vont nous ramener à des valeurs. C'est très pratique, hein. C'est très pratico-pratique, le lit au carré, etc. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi on fait faire ça? On est en droit de s'interroger. Moi, j'ai posé la question. On m'a dit réfléchir, c'est désobéir. J'ai trouvé ça très marrant. Mais j'ai compris parce qu'on m'a expliqué que la façon de faire une chose est la façon de faire toutes les choses. Et quand on doit répéter des actions pour avoir de la mémoire musculaire, du drill, comme on dit, pour ne pas justement avoir à réfléchir quand on est vraiment dans le cœur d'une action militaire, bah ça c'est important. Et ça commence par des petits gestes, par des petits pas et par des petites choses. Justement, on parle beaucoup donc de votre engagement sur la réserve opérationnelle. Est-ce que, Guy Laclaret-Kessou, vous pensez que le corps militaire, le service militaire tel qu'on l'a connu il y a quelques années, peut être un outil d'intégration pour cette jeunesse qui parfois est un petit peu en recherche d'elle-même? Je reste encore fascinée par cette image que vous venez de dire par rapport à ces gestes qui doivent être intégrés de façon mécanique, qui doivent s'apprendre justement pas à pas. Et c'est vrai que quand on comprend cette démarche-là, qui est une démarche qui ressemble à tout ce qui va être prôné dans la psychologie positive, on peut imaginer les bienfaits que ça peut avoir au niveau des jeunes. C'est-à-dire que si en fait c'est déjà intégré à la base tout ce qui va déjà être de l'autopréservation, parce que c'est de ça dont on parle. Avant tout, il faut apprendre à la personne à être autonome, c'est-à-dire à pouvoir se gérer elle-même avant de vouloir gérer les autres. Et ça, vous parliez de leadership au féminin, la volonté de gérer l'autre, la volonté sacrificielle, la volonté de faire passer l'autre avant, c'est quand même ce qu'on retrouve très souvent chez les femmes, qu'elles soient en entreprise. Bon, je ne sais pas très bien ce qu'il en est dans l'armée, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve ça aussi, ce phénomène empathique. Donc je pense que si, par rapport aux jeunes, on peut leur permettre, au travers du corps de l'armée, à leur apprendre déjà ce sens de l'autonomie, de la responsabilité personnelle, à se gérer, avant de pouvoir mieux gérer les autres, je pense tout à fait que c'est salutaire et que ça peut tout à fait être quelque chose de très bienvenu. Alors justement, vous intervenez régulièrement, Guy Laclaret-Kessou, dans des organismes internationaux. On a cité l'UNESCO, les Nations Unies, sur des projets de développement d'interculturalité. Ces questions sont très importantes parce que l'objectif de cette émission, c'est aussi les sujets qui concernent le vivre ensemble. Où en est-on aujourd'hui sur ces questions d'interculturalité et de vivre ensemble? Alors, je serais bien incapable de pouvoir vous faire un panorama de ce qui existe aujourd'hui sur le vivre ensemble. Ce que je peux dire, de mon tout petit point de vue, c'est qu'on a pu voir avec l'apparition de la Covid des volontés locales pour essayer de jouer au niveau global. C'est-à-dire que finalement, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que je ne vais pas essayer, dans un rapport de proximité, de pouvoir aider à mon niveau? Dès le premier confinement en France, j'ai eu des retours incroyables de mes coachés, que ce soit les dirigeantes par exemple, qui travaillent dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'assurance financière à très haut niveau, qui me disaient mais finalement qu'est-ce que je fais à part enrichir les riches? Et cette prise de conscience, c'est incroyable, cette prise de conscience du sens à tout prix a fait que immédiatement il y a eu une volonté dans l'amélioration du vivre ensemble. On a tous été horriblement choqués de voir tous ces cars qui allaient vers Rungis. Donc l'idée, c'était, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, à mon petit niveau, je le redis encore, j'ai pu travailler avec des hôpitaux en mettant à disposition des services de bibliothérapie. C'est-à-dire ce que j'ai proposé, les gens se connectent, des aides-soignants ou des malades qui sont en rémission, pour que je puisse lire certains textes de contes de résilience, par exemple, pour pouvoir écouter, avoir une bulle, comme ça, on va dire, de concentration qui leur permettent un petit peu de sortir, comme un sas, sortir de ce monde de difficultés, puis ensuite revenir. Et donc ça a été ma façon, si vous voulez, de contribuer à l'incroyable travail qui est fait dans un milieu hospitalier. Donc au niveau du vivre ensemble, au niveau de l'interculturalité, c'est ce qu'on voit, il y a vraiment des initiatives fantastiques qui sont faites, mais d'un point de vue de proximité, d'un point de vue local. Alors, petit engagement, mais vous êtes assez humble, gros impact. Même question, Nathalie Gourdin, l'armée prône la diversité et l'inclusion, justement, dans le recrutement. Quelles actions aujourd'hui menez-vous justement sur ces questions d'intégration? Alors, je vais parler d'un exemple qui est particulier, qui me tient à cœur, c'est le service militaire adapté, où on vient en aide à la jeunesse des Outre-mer, sur des parcours en fait de gens qui ont eu des difficultés, qui ont quitté le système scolaire. Nous, notre job là-bas, c'est de pouvoir les former, revenir des fois sur les fondamentaux de lecture, de mathématiques basiques, sur l'interculturalité, parce que qu'on pense quand on a vécu, comme moi, 2 ans en Guyane, on a d'autres richesses. Moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer des Amérindiens qui parlaient 5 dialectes. Donc avant de dire
qu'ils n'étaient pas bons dans quelque chose, je pense qu'il faut peut-être revoir un petit peu notre position de perception par rapport à ça et de se dire que justement, ils ont d'autres compétences qui ne rentrent pas dans nos normes à nous, mais comment justement les amener vers l'emploi, vers un savoir-être, vers des savoir-faire, mais petit à petit. Et finalement, la première chose, ça a été de leur offrir un cadre sécurisant. C'était ensuite de leur redonner des fondamentaux qui étaient attendus et ensuite de leur donner l'envie, le goût et de l'effort, du travail, parce que c'est bien un slogan aussi, c'est la réussite par l'effort et le travail. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Et de faire confiance à ces jeunes, en fait, de croire en eux, parce que pour eux, c'était important. Ils avaient la sensation, pour certains, d'être rien, d'être dans une forme d'échec et dans une mauvaise nébuleuse. Et là, le fait qu'il y ait tout un régiment qui soit là pour eux, parce que là, on est là-bas pour eux, à leur profit, et que finalement, leur victoire, c'est notre réussite à nous. C'est aussi quelque chose qui est important et qu'on met dans l'œuvre collective. Après, pour les militaires plutôt qui ont une vocation à servir dans les opérations, c'est véritablement de travailler la confiance. C'est la base, c'est le socle du fondement du soldat. La confiance des nouveaux soldats, des personnes que vous recrutez justement en opération. Parce qu'on peut avoir effectivement différents parcours de vie. Alors il y a des gens qui sont plus favorisés que d'autres, mais l'idée c'est d'arriver sur un pied d'égalité et de construire aussi un groupe, de créer une dynamique de groupe qui va faire la différence. Et dans le monde militaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est vraiment pas dans l'autoritarisme abusif, on est dans l'autoritarisme qui est juste et on est plutôt dans l'accompagnement. On doit amener le soldat vers le meilleur de lui-même pour qu'il puisse aussi donner le meilleur de lui-même au groupe et à l'ensemble en fait de la communauté, puisqu'on sert l'intérêt général avant tout. Amener le soldat vers le meilleur de lui-même, c'est justement un des slogans de l'émission, de montrer cette image positive de la France. Guila Clarekessou, est-ce que la crise du contexte Covid actuel favorise l'émergence d'un certain leadership? Alors, le leadership, je dirais, que j'ai pu observer par rapport aux différents coachés que j'ai dans le monde de l'entreprise, c'est un leadership proche du managérial, donc leader-manager, qui veut essayer le plus d'horizontalité dans la relation. C'est-à-dire que tout ce qui va toucher à la verticalité, au pyramidal, même à l'obéissance, c'est-à-dire je sais, tu fais, ça ne marche plus. Ça ne marche plus du tout. Donc on est au contraire vers un leader qui devient de plus en plus manager, malgré le fait d'avoir des compétences pour lesquelles il est reconnu, et qui va essayer de retrouver une capacité quasi de maïeutique vis-à-vis de la personne qu'il essaye de faire monter en compétence. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce vers quoi tend, je dirais, le leadership en particulier. C'est plus un choix en particulier vis-à-vis de ce qui se passe dans le contexte de la pandémie. Alors, Nathalie Gourdin, on parle de leadership, on parle effectivement de management impactant. Vous avez aussi le sens du service et de l'inspiration dans le cadre de votre engagement associatif. Vous avez créé un mouvement qui s'appelle Unis pour l'espoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, bien sûr. Mais en fait, Unis pour l'espoir, c'est l'initiative de 3 femmes sur une idée que chaque personne pouvait impacter le monde à son niveau et que tout était possible. Donc on s'est dit, on aime courir, il y a des associations qui ont besoin de fonds, donc pourquoi pas faire des courses solidaires, bien sûr en respectant les autorisations de sortie, etc. Mais en se disant, en 1 heure par jour, on peut s'aérer, on peut faire du bien au corps et on peut aussi contribuer à améliorer les choses et à récolter des fonds pour des associations et pour des gens qui en ont besoin. Parmi les 3 femmes, d'ailleurs, je crois qu'on peut citer Rachida Bellari. Oui. D'ailleurs, on vous salue Rachida, qui était là il y a quelques semaines et aussi qui fait partie de ce groupe de leadership. Guila Clarekessou aussi, même question sur l'engagement citoyen. Alors, je sais que vous aidez les artistes à se reconvertir, à créer une deuxième carrière et justement être plus impactant au niveau développement économique. Qu'est-ce que vous faites avec Pôle emploi sur ces questions-là? Alors, c'est pas moi je ne fais que contribuer justement à pouvoir le faire, mais je voulais citer vraiment la très belle initiative à laquelle m'a conviée Claire-Sophie Beau, justement, sur l'aide à la reconversion professionnelle des comédiens et reconversion en leur permettant de redevenir acteurs véritablement de leur carrière professionnelle. C'est vrai que quand on est comédien, et c'est ma première profession, quand on est comédien, on a toujours tendance à attendre d'être choisi, et quand on est choisi pour passer un casting, on attend de pouvoir être vraiment confirmé, c'est-à-dire avant tout pouvoir comment dirais-je, correspondre à ce qu'un metteur en scène ou un réalisateur peut fantasmer d'un personnage. Donc il y a vraiment, je dirais, un rapport assez passif
au métier que peut avoir un acteur. Et Claire Sophie Beau donc, a pu monter ces formations. Et donc, dans ce cadre-là, elle propose avec Pôle emploi des formations de 3 à 5 jours, je crois, qui permet en fait aux comédiens de comprendre comment eux-mêmes peuvent avoir la ressource d'être force de proposition à l'intérieur même de leur métier, et donc permet aux acteurs de redevenir des acteurs vivaces, je dirais, du métier, surtout, alors là, eu égard à la crise dans laquelle on se trouve. Et donc, je voudrais citer le site internet de Claire Sophie Beau. Justement, le site, c'est théâtre-formation.com. C'est parfait, merci énormément. Et elle fait un très très beau travail. Et effectivement, elle a la chance de pouvoir être soutenue, notamment par Pôle emploi. Alors, vous êtes très humble parce qu'à chaque fois, vous dites que vous participez, mais vous aidez quand même les comédiens et les artistes dans cette formidable action à redynamiser leur carrière. Oui, effectivement. Et ce qui est bouleversant, c'est tout d'un coup, mais je pense que vous le voyez aussi, c'est tout d'un coup assister à cette renaissance de l'humain qui comprend qu'il peut vraiment prendre en charge en fait une partie de sa vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement en train de subir ce qui lui arrive. En ce moment, on est tous vraiment dans un état anxiogène. Et pour ça, il faut saluer aussi votre magnifique initiative de nous rappeler qu'on a quand même de la raison d'espérer, qu'on a l'énergie de vie qui est là, du positif. Parce que c'est ça qui est le plus touchant. C'est de voir cet acteur, de voir ce coaché, de voir ce militaire, je suppose, tout d'un coup prendre conscience que dans cette espèce d'énorme chose qui nous dépasse, eh bien, il y a quand même une partie de maîtrise, il y a quand même une partie de noblesse qui dépend de nous. Et ça, je suis très touchée de le voir. Alors, l'émission touche à sa fin. Nathalie Gourdin, quels sont vos enjeux pour cette future année, avant les fêtes de fin d'année? Alors pour moi, je pense que ça sera une année d'opportunités parce qu'il faut les créer. Ce sera une année positive parce que j'ai décidé de diriger mon destin vers ça, de faire des choix. Et comme le disait Clara, pour moi, en fait, je crois vraiment qu'on peut choisir qui on est et qui on a envie de devenir, qu'on a ses ressources, qu'on a le choix. Et moi, mes objectifs, ça serait de refaire un marathon l'année prochaine, si c'était possible, et puis de continuer des actions au profit des autres. Et si on pouvait s'engager sur d'autres voies pour servir encore mieux les autres et l'humain, pour le faire se sentir mieux, pour lui montrer qu'il y a plein de possibilités, que rien n'est impossible quand on se donne les moyens et quand on a du courage, alors je crois que ça sera une grande année. On peut aussi citer un ouvrage qui est terminé, L'entreprise a besoin de gens heureux. Est-ce que vous voulez en dire 2 mots? Oui, alors c'est un ouvrage qui devrait voir le jour en tout début d'année prochaine. Et l'idée, c'est de montrer que le bonheur, c'est une possibilité. Le bonheur au travail aussi, même si ce n'est pas qu'un concept. Et puis que même si on est dans une révolution artificielle, de digital, qu'on peut toujours avoir des liens humains et que l'humain sera toujours au cœur du système. Même question, Guilla Claraquessou, vos enjeux pour la future année 2021? Alors les enjeux, ils seront tournés bien sûr autour de cette psychologie positive, ils seront tournés autour de l'art, ils seront tournés autour de l'interculturel et du vivre ensemble. Je vais citer 3 initiatives pour justement les personnes qui nous suivent. La première, c'est le colloque international sur le leadership au féminin, lors duquel on a eu la chance de pouvoir recevoir Eva Longoria, Eve Ansler, notamment Laura Adler, Isabelle Rome, ministère de la Justice. Donc j'invite vraiment tout le monde à pouvoir revoir les replays sur le site cil.events. cil.events, très voilà, c'est bien noté events, pour les avec un S. Voilà. On le mettra sur le site. Merci beaucoup. La deuxième initiative, c'est une initiative de bibliothérapie. J'en ai parlé dans les hôpitaux. Je pense que ça aussi, ça peut vraiment intéresser les personnes qui nous écoutent. C'est une très belle initiative qui est faite avec Love for Livre, qui est développée par sa présidente, Céline Mas, qui est également présidente d'ONU Femmes, qui fait un travail remarquable. Là aussi, vous retrouverez absolument toutes les informations sur Internet. Et puis la troisième, c'est le Centre pour le dialogue interculturel et interreligieux que je développe avec Leïla Tawil. Et là aussi, vraiment de très beaux projets à venir, que ce soit au niveau interculturel ou au niveau universitaire. Vous trouverez également toutes les informations en ligne. Très belle initiative sur le vivre ensemble. On finira sur ces mots. Merci beaucoup, Guilla Claraquessou, pour votre intervention. Merci aussi de votre venue, Nathalie Gourdin. Alors Nathalie Gourdin, d'habitude, vous accompagnez les gens à venir sur les plateaux télé. Aujourd'hui, la lumière est sur vous et je peux vous dire que c'était vraiment une intervention brillante, telle que celle de Guilla Claraquessou. Merci à tous, merci à nos téléspectateurs et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de France Business TV sur l'actualité économique, sociale et numérique. Et vous l'avez bien compris, et des belles initiatives en France. À bientôt.